I think we should get people up here. So, hold on a minute. Okay, so, for those that are... Très bien. Donc, pour les élèves sérieux qui sont déjà de retour dans la salle et qui ne sont pas en train de traîner à prendre encore un café, eh bien, nous reprenons à 16 h. C'est ce que nous avions dit. Donc, j'espère que les gens vont revenir, mais j'espère que nous n'allons pas prendre trop de retard. Il y a des gens qui sont déjà connectés, donc il serait bien de ne pas les faire attendre. Nous allons commencer cette 5e session sur la coopération transfrontalière, qui est une problématique très très importante. Et donc nous avons des intervenants, des co-modérateurs. J'aurai donc Salah Mahadeo de l'Université maritime mondiale et notre rapporteur et Riku Varjopuro de l'Institut pour l'environnement de Finlande. Et donc nous avons Bettina Kepler de l'Agence fédérale maritime et hydrographique d'Allemagne. Nous avons également Angelika Skarcic, j'espère que j'ai bien prononcé. Et je la connais depuis très longtemps, mais je crois que j'ai toujours malheureusement mal prononcé son nom, je suis désolé. Vous pouvez les applaudir lorsqu'ils montent sur scène, n'hésitez pas. Nous avons aussi en ligne Abdoulaye Diagana d'Abidjan, de la Convention d'Abidjan. Nous avons aussi Timothy Andrew de la Convention de Nairobi. Nous avons aussi en ligne Wentiju de la sous-commission COI du Pacifique de l'Ouest, et nous avons aussi Susanna de Beauville-Scott de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Donc, je vais maintenant passer la modération à Sarah. Et lors de cette session, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écouter les représentants d'organisations qui soutiennent l'AEM et pour la coopération transfrontalière. Et c'est vraiment très important. Et c'est très important d'avoir leur point de vue. Je vais vous laisser la parole maintenant, Sarah. Bien, merci beaucoup Spiros. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité ici pour être co-modératrice. Je suis une ancienne étudiante Erasmus. Il y a 5 ans, j'ai participé à la conférence de Paris. J'étais invitée en tant qu'étudiante et j'étais la seule participante des îles Caraïbes. Et je vois que cette fois-ci, je ne suis pas seule. Et nous avons des participants et aussi des intervenants. Et j'aimerais donc, je suis très heureuse d'accueillir mes collègues de la Caraïbe. Et nous allons parler de la coopération transfrontalière qui est une des parties importantes en ce qui concerne les écosystèmes, l'activité humaine et les juridictions maritimes. Et lors du forum qui s'est tenu hier, nous avions des participants du monde entier qui partageaient leur expérience sur la coopération transfrontalière, les types d'institutions qui soutiennent et aussi les barrières à surmonter pour trouver des solutions. Et je vais essayer de vous résumer les solutions. Et donc nous avons parlé donc des priorités du leadership, et nous avons parlé d'exemples très importants et des conflits maritimes qui parfois sont un défi pour le développement. Il y a aussi des défis de capacité.
Et il y a donc aussi des défis financiers, humains et institutionnels. Les participants ont aussi parlé de leviers de coopération. Les organisations régionales ont un rôle très important à jouer. Et aujourd'hui, nous allons entendre des représentants au sein de notre palais pour justement développer l'AEM dans nos régions. Donc on parle de leviers, de plateformes qui sont déjà existantes pour des initiatives sectorielles, pour le transport et la pêche, pour aussi par exemple le développement d'un cadre ou d'une feuille de route commune, et aussi des bonnes pratiques pour soutenir la coopération transfrontalière. Et par exemple, peut-être que dans l'Union européenne, il y a peut-être des AEM qui sont... L'AEM est institutionnalisée. Et malheureusement, c'est parfois compliqué de travailler de façon transfrontalière. Eh bien, on voit que les pays du Nord et de la mer Baltique sont très avancées à ce sujet et les relations sont très développées. Il y a des mécanismes comme la communauté de praticiens peut faciliter la coopération transfrontalière. Et je vais donc maintenant passer la parole à nos présentations, à nos présentateurs, à nos intervenants, pardon. Donc on a Bettina Kepler, qui est donc planificatrice à l'agence allemande de planification océanographique. Yes, thank you, and thank you for the invitation. Merci et merci de m'avoir invité. D'abord, j'aimerais souligner le fait que nous planifions de façon conjointe, nous ne faisons pas ça seuls. Et nous essayons de voir si notre planification peut avoir un impact pour les utilisateurs, toutes les personnes qui naviguent. Et donc, il faut prendre tout ceci en considération lorsque nous effectuons la planification. Donc, c'est une raison très importante de notre collaboration. Peu importe la taille de l'espace partagé, la coopération est très importante. Yeah, so I'm looking at some transboundary consultation issues. Nous parlons de consultation transfrontalière sur notre procédé, notre processus. The Baltic Sea collaboration. En ce qui concerne la collaboration en mer Baltique et la communauté de pays qui réunissent autour de ce projet. First maritime spatial plans, there was hardly any. Lorsque nous avons commencé, il y avait très peu de personnes qui étaient employées à travailler dans ce domaine. Vous pouvez voir ici notre plan à l'écran. Donc la collaboration internationale était très compliquée, surtout en termes de consultation, parce qu'ils ne disposaient pas d'objectifs assez exhaustifs. Donc c'était un petit peu complexe de se comprendre lors des réunions. Et en termes de consultation, c'était parfois complexe. Et ce qui s'est passé après 2009, c'est que la liste, le projet d'AEM financé par l'Union européenne se faisait à travers DJ Mare ou Interreg. Et en parallèle, il y a
On a pu voir un groupe de travail institutionnalisé sur l'aménagement de l'espace maritime qui a vu le jour en 2010. C'était un travail de groupe informel qui travaille avec les secrétariats qui s'occupent de la collaboration en mer Baltique. Il y avait aussi donc des représentants des États de la mer Baltique. Et depuis, nous travaillons ensemble sur différentes problématiques en ce qui concerne l'aménagement de l'espace maritime en mer Baltique. Et tout ceci est lié avec les projets d'AEM en mer Baltique. Donc il y avait un petit peu de répétition dans certains projets, mais nous avions des projets phares que nous avons développés. Et lorsque nous avons commencé notre nouveau cycle d'aménagement de l'espace maritime, vous pouvez voir le résultat d'ailleurs à l'écran. Tout ceci a pris vie l'année dernière, en septembre dernier. Eh bien, nous avions une situation complètement différente en ce qui concerne l'AEM en mer Baltique. Il y avait déjà un niveau de compréhension, de travail qui avait été effectué dans les pays voisins. Et lorsque nous avons commencé ce processus de consultation, et on peut voir d'ailleurs tout le processus, avec les colonnes en gras. Voilà donc les différentes étapes de la consultation qu'on a réalisées à niveau national et international, et on a reçu énormément d'informations et de commentaires pendant cette phase, et c'était assez différent du premier cycle de développement de l'AEM. Et donc ce que l'on voit ici, c'est donc la zone sud, la partie sud de la mer Baltique, et on voit donc l'AEM actuel de la mer Baltique, et on voit aussi l'AEM sur le territoire allemand. On avait des problématiques en ce qui concerne le transport maritime, aussi les champs d'éoliennes en mer. Donc on voyait qu'il y avait, on voyait que l'espace était assez restreint, donc c'est absolument crucial de travailler ensemble, et surtout en ce qui concerne les problématiques environnementales, avec les routes maritimes de transport principal, qui entravaient donc le développement de champs d'éoliennes. Et je vais vous montrer maintenant une petite vidéo pour illustrer un petit peu tout cela. J'espère que ça fonctionne, dit l'oratrice. No, so this is IAS data, and this image where you see all the ships. Donc là, vous pouvez voir le processus AIS. Donc là, normalement, on voit les bateaux se déplacer. Ça a été développé par l'un de nos sous-traitants. On voit qu'il n'y a aucune frontière. Les frontières ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est de sécuriser ces couloirs de transport et qu'il y ait un cadre d'aménagement qui permette de sécuriser ces zones. J'en arrive à la fin de ma présentation. Voilà, c'était une présentation générale des documents. Tout ceci a été publié aussi en anglais et aussi en polonais, en danois. Et vous pouvez avoir accès à ces informations. Vous pouvez voir aussi les cartographies, les base maps. C'est quelque chose que l'on développe dans l'un des sous-groupes sur les données, et qui est qui représente un peu l'avant-garde sur les données AEM. Et si vous regardez le portail sur Internet, vous voyez qu'on a tous les pays de la mer Baltique qui sont à la pointe, qui sont représentés, puisque ce sont des choses que nous avons déjà réalisées sur la cartographie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Bettina. Nous passons tout de suite à Shelka Skarcic. Elle est la directrice de UNEP-APAP pour la mer Méditerranée. Merci, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je vais vous parler de la coopération transfrontalière en Méditerranée dans le système de la Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée et des zones côtières. Lorsque nous parlons de la Méditerranée, nous parlons d'un bassin maritime semi-fermé depuis la Croatie jusqu'en Libye et la partie la plus étroite, le détroit de Gibraltar, qui ne fait que 13 km de large. Ça veut dire que nous avons besoin d'une coopération transfrontalière. Nous parlons également de 21 différents pays, des pays qui ont une histoire et une situation géopolitique et économique différente, aussi des différents contextes religieux, sociaux, économiques. Dans le cas de la Convention de Barcelone, nous avons également une partie, une partie prenante additionnelle telle que la Commission européenne. Parler de coopération transfrontalière au sein de ce système de la Convention de Barcelone, nous faisons référence tout d'abord à la définition de vision d'objectifs communs, aussi la préparation de recommandations, de guides et mettre toutes les parties prenantes, que ce soit des États membres ou pas, autour d'une table lorsqu'il s'agit de préparer leur plan d'aménagement de l'espace maritime. Aussi, nous utilisons un autre terme pour la coopération entre pays, c'est Close Border Cooperation, cette coopération entre les différentes frontières. Les plans pour les pays voisins ou les régions voisines, ce sont des plans qui peuvent être préparés par les administrations de gestion côtière. Pourquoi avons-nous ces plans d'aménagement de l'espace maritime? Eh bien, d'abord, il y a un document, un protocole contraignant, n'est-ce pas? Protocole sur les ICZM en Méditerranée. La portée géographique de sa mise en place, eh bien, les limites des eaux territoriales. Lorsque nous devons prendre en compte les MSP aussi. C'est pourquoi, en 2017, les parties, les signataires ont adopté en tant qu'engagement contraignant un cadre conceptuel pour les MSP. Eh bien, un document qui s'est inspiré sur la directive de l'Union européenne sur MSP, mais qui a été personnalisé conformément aux besoins et à la situation des pays méditerranéens. Ensuite, nous avons préparé également un espace de travail interactif pour le MSP en Méditerranée. Je vous invite à vous pencher sur cette plateforme qui fournit de très bons exemples, qui explique le processus et qui fournit de nombreux outils pour la mise en place de MSP. Cette plateforme aborde les questions importantes en Méditerranée concernant MSP. Elle explique pourquoi ces approches d'écosystèmes, des exemples d'outils pour assurer que cette approche des écosystèmes est appliquée de manière appropriée. Aussi, quelque chose qui est évident et inévitable, c'est le changement climatique et ses impacts sur l'environnement côtier et maritime. Et nous insistons beaucoup sur les interactions. C'est quelque chose sur les interactions terre-mer, mer-terre, qui ont un rôle aussi important pour l'aménagement de l'espace maritime. Quels sont les principes guides pour MSP
dans le système de la Convention de Barcelone, eh bien, c'est une approche de l'écosystème. Ce sont les principes clés de tout le travail de la Convention de Barcelone. Et lorsqu'il s'agit de l'appliquer de manière appropriée, eh bien, c'est clair, c'est évident que c'est une question qui dépasse les frontières d'un seul pays. C'est pourquoi nous avons besoin de cette coopération transfrontalière. Nous reconnaissons aussi les spécificités des différentes régions, dans les régions et sous-régions méditerranéennes. Par exemple, c'est difficile que l'Adriatique ou la mer d'Alborán dans le sud de l'Espagne aient le même point de vue, qu'ils utilisent les mêmes outils. Donc, c'est quelque chose sur laquelle nous insistons, ainsi qu'une approche adaptative pour nous adapter à chaque situation en Méditerranée. Cette approche multiscalaire est quelque chose de très multi-échelle, est quelque chose de très important si nous voulons avoir une coopération transfrontalière en bonne santé. C'est la nature internationale des activités maritimes. Et pour cela, il faut des approches cohérentes, intégrales. Ces approches doivent être cependant harmonisées avec celles à l'échelle nationale ou subnationale. Ces plans doivent être par conséquent harmonisés et intégrés. Ceci nous mène à ces systèmes de gouvernance multi-échelle parce que, au-delà du contexte fourni par la Convention de Barcelone et d'autres forums internationaux pour MSP en Méditerranée, nous devons aussi réfléchir à comment organiser cela à l'échelle nationale et régionale. Aussi, nous pensons finalement que la façon la plus facile d'aménager cela, en particulier pour les pays de la Méditerranée qui ne dépendent pas des directives européennes, c'est de commencer par les priorités qui souvent donc ont trait à la protection de l'environnement. C'est faire des réseaux, travailler avec eux d'abord ou aussi aborder des problèmes délicats de zones au-delà des juridictions nationales. C'est quelque chose par laquelle nous avons commencé pour impliquer tous les acteurs, toutes les parties prenantes de tous les secteurs. Je vais vous parler de notre coopération en Méditerranée par rapport aux MSP. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour partager cette expérience de MED. Maintenant, nous avons Abdoulaye en ligne. Oui, nous l'avons. Et donc, Abdoulaye Diagana est le coordinateur de la Convention d'Abidjan et nous allons entendre ce qu'ils font en Afrique de l'Ouest. Vous avez la parole, Abdoulaye. Merci. Est-ce que je partage ma présentation moi-même ou c'est fait par l'organisation? Les techniciens donc en salle vont partager votre présentation. Merci. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de vous expliquer ce que nous faisons par rapport à nos activités de coopération transfrontalière. Je vais présenter la Convention d'Abidjan, qui est un traité contraignant adopté par les gouvernements en 1991 et qui est entré en vigueur en 1984. 14 000 kilomètres séparent la Mauritanie de l'Afrique du Sud. Nous avons plusieurs écosystèmes maritimes, celui de la Guinée équatoriale, celui des Canaries, sur les zones MSP avec par rapport à ces eaux aussi mitoyennes qui séparent les territoires donc du continent africain.
Ce n'est pas le bon slide, je m'excuse. Je crois que ce n'est pas la bonne présentation, si vous me permettez que je partage le mien. Oui, est-ce qu'il est possible, on demande au technicien d'afficher la présentation du rapporteur? Donc je vais continuer sans l'appui du PowerPoint. Bien, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre régional? Eh bien, je vais vous présenter quelques exemples des résultats du secrétariat. Nous avons complété notre processus qui a terminé il y a 2 ans. Nous avons développé un rapport sur l'état des côtes et de l'espace maritime. Nous avons 5 protocoles dans la région par rapport à la coopération, des coalitions en cas d'émergence. Un traité signé en 1984, LBSA, ce protocole LBSA signé en 2012. Nous en avons un 3e volet sur les activités de pétrole et de gaz, et notre sur l'Integrated Coastal Management, le dernier sur la gestion durable des écosystèmes marins, des fonds marins. Ces protocoles, un autre protocole a été signé en 2018 à Abidjan. Nous travaillons sur 2 autres protocoles sur la pollution plastique et un autre sur les zones maritimes protégées. Nous avons une publication des lois sur la biodiversité, la gouvernance des océans et le développement de capacités sur le projet Mami-Wata. Quelle est notre vision des MSP? Eh bien, ce que nous faisons, c'est développer des capacités. Nous avons assisté nos parties à développer des capacités et mettre à bien un document avec entre plusieurs pays, Bénin, Ghana, entre autres. Nous avons signé des accords pour assister 6 de nos membres avec UNEP, OECP et l'Union européenne dans le cadre du programme MSP. Ce processus devrait être inclusif. C'est un processus inclusif pour rassembler toutes les parties prenantes pour gérer donc les espaces côtiers et prévenir les conflits afférents au fioul. Nous voulons bénéficier de l'économie de manière durable en fournissant des informations concernant les services, la communication et l'environnement et renforcer les capacités d'information et de gestion et évaluation. Finalement, nous avons dû mettre à bord les connaissances scientifiques pour les rendre crédibles et accessibles au public et aux décideurs en vue d'un développement durable. Pour conclure, le chemin que nous avons devant nous, nous devons développer, comme il a été mentionné par les collègues ici, au forum précédent, nous devons développer la coopération entre les partenaires. La coopération est vraiment cruciale dans ces questions-là. Lorsque je parle de coopération, je parle de coopération entre nos parties prenantes, mais aussi sur le pourtour de l'océan Atlantique. Nous devons mobiliser les ressources pour étendre ces expériences à davantage d'acteurs, de nombreux, dont ils sont nombreux à demander davantage de collaboration
dans les projets, mais ils n'ont pas suffisamment de ressources souvent. Merci. Merci Abdoulaye de partager votre expérience de Mama Water Project. Nous reviendrons vers vous pendant la discussion. Nous avons 5 minutes de retard, s'il vous plaît. Maintenant, Timothy Andrew, haut fonctionnaire à la Convention qui travaille sur Western Ocean. Je l'invite donc à prendre la parole. Thank you, Sarah. Bien, bonjour à tous et merci de nous donner la parole au sein de cette plateforme. Donc, je vais vous partager mon expérience depuis notre partie du monde. Le titre de la présentation, c'est la préparation à la coopération transfrontalière dans le cadre de l'aménagement. Et on a choisi la formulation de façon assez précise parce qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres régions du monde. Dans ce contexte. Malgré ça, nous nous sommes quand même bien préparés. Nous avons avancé en termes de la préparation. Je vais passer maintenant à la diapositive suivante. On en a parlé auparavant. On devrait utiliser lors de l'élaboration d'une stratégie, utiliser des mécanismes qui intègrent l'aménagement, l'AEM, et c'est ce que notre collègue de la Convention d'Abidjan nous commentait. Il y a plusieurs conventions qui ont déjà été mises en place depuis plusieurs décennies maintenant. Il y a la Convention de Barcelone pour la Méditerranée, la Convention d'Abidjan, et pour l'océan Indien de l'Ouest, nous nous concentrons avec d'autres pays à travailler là-dessus. Nous nous concentrons sur la gestion et le développement de notre région. Et cela nous permet, et ça permet aux pays d'identifier des projets et des problématiques communes en ce qui concerne les écosystèmes de nos régions et essayer de trouver des solutions à ces problèmes. La vision, c'est d'établir un partenariat entre les gouvernements, un partenariat public-privé, le secteur public, le secteur privé, de toutes les formes possibles en ce qui concerne la protection de l'environnement et aussi le fait de développer les communautés dans le futur. Nous recevons le soutien de plusieurs pays, de 10 pays. Cela remonte à 2015 tout d'abord, avec des approches territoriales, des outils territoriaux pour l'économie bleue et son développement. Il y a eu aussi d'autres décisions qui ont été prises depuis, en 2018. Encore une fois, on a réitéré le fait que, en tant que secrétariat de la Convention, nous devions promouvoir l'utilisation des outils comme l'AEM. Et encore une fois, ça a été répété lors de la dernière conférence des partis en 2021, l'année dernière. Donc nous avons un mandat pour continuer dans nos projets. Et à travers ce mandat, nous travaillons en lien étroit avec des partenaires. Et cette convention est un programme de partenariat qui va au-delà des pays, mais aussi avec des acteurs de la société civile et du secteur privé. On nous a demandé en tant que secrétariat de nous concentrer sur la façon de promouvoir l'AEM et les actions que nous avons mises en place. L'établissement, la création de groupes de travail techniques sur l'AEM. Les pays ont nommé 2 représentants pour chaque pays et nous avons principalement travaillé de façon virtuelle jusque-là, puisque ça a été mis en place en 2020, en plein milieu de la pandémie. Et en collaboration avec ce groupe de travail technique, on nous a demandé aussi de faciliter le développement d'un cadre sur l'AEM pour guider les pays vers cet objectif.
d'avoir une politique d'aménagement des espaces maritimes régionaux. Évidemment, beaucoup de pays n'en sont encore qu'au début de ce processus d'AEM. Et pour certains pays comme les Seychelles ou l'Afrique du Sud, il y a eu des progrès très positifs et c'est aussi une occasion pour les autres pays d'apprendre de ces deux-là. On nous a également demandé d'assurer que les capacités nécessaires sont en place pour mettre en marche ces processus d'aménagement. On a développé des relations très étroites avec l'entité suédoise de gestion des eaux pour nous aider à mettre en place ce programme de développement de capacité au cours des prochaines années pour soutenir ce cadre d'aménagement d'espaces maritimes que nous souhaitons mettre en place. Donc, comme je vous le disais, on fournit des directives qui nous permettent d'aller vers cet objectif de mise en place d'aménagement d'espaces maritimes. Et il y a encore beaucoup de travail à fournir. Mais donc nous commençons à niveau national et nous nous concentrons sur l'AEM à différentes échelles et on essaie de développer un outil basé sur les expériences suédoises à travers SWAM, donc le groupe suédois, avec donc l'évaluation d'impact accumulatif. Tout ceci fait partie de notre travail, des tâches de notre groupe de travail, et ça dépend des nécessités de chaque pays et de leurs priorités à travers l'AEM. Par exemple, au Kenya, nous aidons le pays avec l'évaluation de l'économie bleue, et donc l'AEM fait partie de cela, et on espère donc développer des politiques qui permettront de soutenir l'AEM dans ce pays. Il y a d'autres initiatives à niveau départemental, régional, au Kenya par exemple à Kilifi. Il y a un programme qui se développe entre plusieurs départements, qui est donc développé en collaboration avec l'Union européenne. Et donc l'AEM a aussi été intégré au travail transfrontalier. Et ça a été mentionné dans le contexte allemand, avec ce travail transfrontalier de collaboration. Et donc nous avons eu une activité de conservation transfrontalière entre la Tanzanie et le Kenya. Et donc il y a aussi l'aménagement de l'espace maritime qui est mis en place. Et donc en Afrique du Sud, il y a aussi des aspects que nous travaillons, comme l'harmonisation terre et mer. C'était un aspect très important. Et le développement de capacités est très important à ce niveau-là. Et nous espérons que grâce à ces groupes de travail technique, nous pourrons contribuer au processus régional. Et comme je le disais, ça c'était un objectif à plus long terme. Mais je dirais que c'est l'objectif final pour nous en termes de développement de l'AEM dans la région ouest de l'océan Indien. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus. C'était simplement pour orienter un petit peu la session de questions que vous aurez peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Tim, notre 5e intervenant nous rejoint en ligne, Wendy Zhu, le représentant de la communauté sud-pacifique de la COI. Oui, je suis là, Sarah, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Si vous ne m'en voulez pas, j'espère que les organisateurs vont pouvoir projeter ma présentation.
Merci beaucoup. Donc la coopération transfrontalière n'a jamais été simple. Et c'est aussi la même chose pour le Pacifique Ouest, ma région. Donc c'est une entité intergouvernementale de la CEI pour la protection des écosystèmes marins. Et en Asie du Sud-Est, il y a des pays de l'océan Indien de l'Est et nous travaillons tous ensemble au sein d'une communauté. Et la plupart des pays sont des pays insulaires ou des pays tournés vers l'océan. Et cette région, depuis le début du développement humain, a toujours été considérée un petit peu comme la cinquième roue du carrosse en termes de développement économique. Et avec l'augmentation de l'activité humaine, eh bien, nous faisons face à un stress de plus en plus élevé, la surpêche, la pollution, et donc on arrive vraiment à un désastre écologique. Et il y a aussi l'émergence de mégavilles avec des villes de plus de 10 millions d'habitants. Et il y en a énormément de ces villes dans notre région du monde. Et je pense qu'en considérant toutes ces questions et ces situations très complexes et l'exigence de développement durable, pour nous, l'AEM nous fournit des outils pratiques qui sont basés sur la science et qui sont aussi des outils participatifs en ce qui concerne la gestion des espaces côtiers pour protéger l'environnement marin et aussi pour assurer le développement durable des océans. On va passer à la diapositive suivante. Et en comparant à d'autres régions qui ont été présentées, il y a plus de 90 pays qui développent l'AEM dans le cadre de leur juridiction et de leur cadre légal. Et il y a beaucoup de pays de notre région qui souhaitent le faire également, mais on n'en est qu'au début. Et je pense que la Chine, justement, a déjà commencé à le faire depuis 1989. C'est ce qu'ils appellent la cartographie et l'établissement de zones fonctionnelles marines. Et la Corée a mis en place, il y a déjà plusieurs années, ce système d'aménagement au niveau provincial. Et il y a déjà donc 2 pays qui ont vu un développement rapide de l'AEM en Asie du Sud-Est, de l'Est. Et lorsqu'on regarde l'Asie du Sud-Est avec l'Indonésie, c'est un pays qui développe rapidement depuis 10 à 15 ans. L'AEM, et maintenant on passe du niveau national au niveau provincial, au niveau local. Et c'est un très bon exemple de développement de l'AEM. Mais ce n'est pas la même histoire pour tous les pays de cette région, la Thaïlande, le Cambodge et les Philippines, et je ne parle même pas des plus petits États insulaires. Et tout ceci est stimulé par des politiques nationales, sectorielles et locales. Mais la pratique est limitée à des projets pilotes. Et donc voilà, ça, ce sont des exemples que vous pouvez voir. Le développement de l'AEM est assez discret d'un pays à l'autre. Avec cette situation que je viens d'évoquer, et en s'inspirant des projets AEM au niveau international.
Eh bien, beaucoup de pays de cette région expriment leur exigence d'accélération de ce processus. Donc, il y a une sous-commission qui vise justement à accélérer la mise en place de cet aménagement de l'espace maritime. Et certains pays ne sont pas forcément conscients de ce qui a été fait au sein du COI au niveau international. Mais en prenant cela en compte, on peut se faire une idée de ce qui peut être fait dans la région. Il y a beaucoup de bonnes opportunités pour les parties prenantes régionales et aussi les personnes qui mettent en place des politiques pour mettre en place pour se développer techniquement et scientifiquement. Et je pense que ça, c'est aussi à travers cela qu'on va pouvoir développer l'AEM. On va pouvoir capitaliser aussi. Et nous n'allons pas pouvoir travailler de façon séparée. Il va falloir travailler au niveau régional pour les projets internationaux sur l'AEM et de le faire de façon internationale pour promouvoir et accélérer le développement de l'AEM dans cette région en utilisant des mécanismes et en construisant des mécanismes durables à travers un forum régional comme étant un forum régulier pour échanger sur les idées et pour permettre d'inclure les parties prenantes et les politiques, les politiciens à vraiment travailler à niveau national, régional et aussi au niveau provincial et au niveau local. Donc, nous travaillons de façon très étroite avec tous les praticiens d'AEM au niveau local. Donc, nous avons un dialogue régional renforcé. Nous essayons de travailler en lien étroit aussi avec le COI Paris. Et nous essayons d'inclure toutes les parties prenantes de la région. Nous encourageons à fournir une feuille de route pour les 10 prochaines années. Et enfin, le côté transfrontalier n'a jamais été facile à mettre en place, et surtout dans cette région du Pacifique de l'Est. Même si nous avons énormément de nations tournées vers la mer, eh bien, les frontières n'ont pas été délimitées de façon très claire, et on a parlé des différentes tâches qui nous incombent, et il va falloir s'approprier ces tâches, et ce sera un facteur clé de l'accélération de l'AEM dans cette région. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Sarah, et je peux vous rendre la parole. Merci beaucoup, Wenji. Merci beaucoup. Nous avons pris un peu de retard. J'invite tout de suite le dernier rapporteur, Susanna Debovelska. Elle est la responsable de projet de l'organisation régionale des Indies and Caribbean, des États indiens et des Caraïbes. Bonjour. L'organisation des États de l'Est des Caraïbes, coopération transfrontalière. J'ai une question pour le public ici présent dans la salle. Combien d'entre vous vous rendus aux Caraïbes pour le travail, pour le plaisir, voyage de plaisir? D'accord, plus que ce que j'attendais. Juste pour commencer par un petit contexte, cette organisation des États des Caraïbes orientales s'est établie en 1981 avec le traité de Bastet. Ce traité a été révisé en 2010 pour former l'organisation économique. Il y a 6 pays indépendants, 3 territoires du Royaume-Uni d'outre-mer et les territoires français d'outre-mer. Ces États doivent travailler ensemble pour l'aménagement de l'espace maritime
et dans les divers secteurs qui prennent en compte la mer. Cette coopération transfrontalière est nécessaire pour pouvoir travailler avec les espaces maritimes qui impliquent les divers États. En 2013, les autorités gouvernementales et de l'organisation des États donc de l'Est des Caraïbes ont approuvé cette vision, cette politique qui a ce point numéro 5, cet article numéro 5 qui souligne que l'organisation côtière et maritime sera gérée de manière intégrale pour la gestion des ressources maritimes et côtières. Chacun de ces plans tient compte de 5 États membres qui couvrent les zones spécifiques de chacun d'entre eux. Ces plans ont été mis en place par les gouvernements locaux, et les différentes questions ont été coordonnées aussi à l'échelle locale. Aussi, faut-il ajouter que cette équipe de l'OCS assure le respect de ces normes à l'échelle locale et nationale de la part de ou par chacun de ces membres de ces comités. Certaines priorités ont été établies pour assurer ou pour garantir que ces équipes donc répondaient à ces objectifs à tous les niveaux de l'organisation, en particulier au niveau des autorités appropriées de l'OCS. C'est là que les responsables de gouvernement prennent les dernières décisions sur les politiques conjointes, etc. Pour continuer à encourager et renforcer les liens de coopération au ECS, donc ce cadre a été mis en place l'année dernière en allant à travers les différents niveaux. C'est un cadre qui appuie l'alignement et la coordination entre les États membres. Ce cadre de travail est basé sur la vision et les principes établis sur cette politique. La coopération inclue dans ce cadre est structurée autour de 8 aires thématiques que vous savez ici. La coopération transfrontalière sur les aspects maritimes va être facilitée à travers les systèmes existants dans notre région. Pour vous donner un exemple, l'Assemblée de OCS facilite l'harmonisation des politiques. On rassemble le gouvernement et les membres de l'opposition des parlements et les législateurs des 11 États membres pour considérer et entrevoir des solutions communes aux problèmes qui touchent la région et les sous-régions. C'est établir la nature de cette organisation. Merci beaucoup. Merci, félicitations au rapporteur, à la rapporteuse, merci à nos interlocuteurs. C'est bien de partager ces expériences. Nous avons entendu nombreuses de celles-ci aujourd'hui. J'espère que nous avons rattrapé un petit peu le temps perdu. Et maintenant, je lancerai une question à Bettina. Peut-être sur les géographies représentées ici. Eh bien, l'Allemagne est celle qui a le plus d'expérience en coopération transfrontalière. Vous avez travaillé pendant longtemps dans la Baltique. Une question, que diriez-vous? Quels sont les ingrédients clés pour une coopération transfrontalière effective pour les MSP? Bien, je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est construire la confiance entre les pays voisins autour de MSP à travers les autorités et les parties prenantes.
Il est très important de développer une culture, une entente commune entre ces parties prenantes, même s'il faut reconnaître les différences existantes à cause des priorités nationales différentes ou des cadres juridiques différents. Les projets sur lesquels on travaille en 2009, depuis 2010, oui, pardon. Nous avons eu plusieurs de ces réunions. Les autres représentants des pays ont dit que sont les MSP, mais nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons commencé depuis zéro sur ce premier projet et nous avons développé cette compréhension mutuelle. Nous avons mis en avant ce dialogue, cet échange. Il a fallu mettre des ressources, par exemple, pour le financement de projets et d'événements pour les personnes qui travaillaient à ces projets dans la mer Baltique et la mer du Nord. Ces projets ont été d'une grande utilité. Nous pensons que l'Union européenne, bien que nous avons pu travailler pendant si longtemps à ce projet. Merci. Merci Bettina pour cette contribution. Je vais résumer un petit peu. Donc, comprendre ces résultats, ces projets régionaux, Abdoulaye, en ligne, quels ont été les facteurs de succès importants pour le succès de cette coopération entre les pays africains. Peut-être pouvez-vous nous dire ce qui a eu le plus d'impact pour la coopération entre les pays? Eh bien, merci. En fait, la présentation se concentrait sur toutes les activités. La nôtre a été une expérience parmi d'autres. Nous avons le projet WACA financé par la Banque mondiale, MCPT financé par l'Union européenne et d'autres. Pour résumer, eh bien, je dirais que nous avons eu de nombreux enjeux, comme a dit Bettina au début. Les pays et les experts demandaient qu'est-ce que MSP. Lorsque nous avons commencé à organiser ces sessions de développement de capacité, nous avons découvert qu'en fait, ils pratiquaient MSP. Les ingrédients, si je devais mentionner la clé de cet succès, il a fallu surmonter plusieurs enjeux. D'abord, il doit y avoir une volonté, une véritable volonté politique et une bonne compréhension des problèmes et des intérêts dans les pays impliqués au procès. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une communication fluide entre les décideurs des pays impliqués, ce qui n'est pas toujours assuré. Et aussi des processus inclusifs avec l'implication de toutes les parties prenantes. Il faut des ressources humaines financières significatives. Sans tout cela, eh bien, c'est difficile d'avoir l'implication des communautés locales. Je pourrais développer encore davantage, mais puisque le temps est limité, je vais m'en tenir à ces propos. Merci. Merci, Abdoulaye. Maybe some other ingredients. Peut-être d'autres ingrédients. La volonté politique a été ajoutée dans ce contexte des pays en développement. La deuxième question, celle-ci est adressée à Tim et Susanna. Tous deux ont parlé des cadres régionaux de MSP. J'aimerais qu'ils élargissent un petit peu. Pouvez-vous décrire comment on peut faire évoluer ces mécanismes existants pour mettre en place ces cadres de travail autour de l'aménagement des espaces maritimes? Okay. So I did mention Donc, j'ai mentionné que pour nous, pour ce cadre de MSP, eh bien, on attendait
qu'on utilise des mécanismes existants. Parce que établir de nouveaux systèmes, c'est un challenge pour nos pays déjà assez secoués. Et en tant qu'indicateur, il y a de nombreux systèmes existants qui peuvent donc nous aider à cela. Je vous donnerai 2 exemples. Par exemple, nous avons les comités de gouvernance nationale des océans qui sont représentés à l'OECS, Ocean Governance Team, donc au sein des mécanismes. Et par-dessus ce niveau, vous avez le Conseil des ministres, le nôtre se réunit sur les zones de pêche, la gouvernance, etc. Ce serait une ère, les domaines. Et les domaines qui vont à travers ce système, eh bien, représentent l'adoption de ces mesures. Et quant aux politiques ou la législation, eh bien, nous nous penchons sur l'Assemblée de OECS. À la moitié des années 80, nous avons harmonisé la législation sur les zones de pêche. Ensuite, nous l'avons fait pour la gestion des déchets. Et cette année, nous allons mettre à jour ces législations que ces pays utilisent encore. Et donc, on pourra aborder les problèmes tels que les déchets plastiques, etc. Nous utilisons ces systèmes en tant qu'un objet de nécessité. Oui, d'autres institutions régionales auxquelles vous pensez, oui, je ne voulais pas entrer dans les détails, mais au-dessus de ce niveau, eh bien, il y a le système des Caraïbes, le mécanisme concernant les zones de pêche des Caraïbes, ou ce qu'on appelle CARICOM. Il y a plusieurs niveaux de décision, plusieurs agences gouvernementales qui ont affaire à ces accords internationaux dans la région. Donc, il y a de nombreuses entités existantes. Si vous établissez quelque chose de nouveau, eh bien, il faut le porter à un niveau supérieur, au niveau équivalent aux organisations existantes. Tim, oui. To add on to that, I think that pour rajouter à ce qui a été dit, in all the regions, eh bien, dans toutes les régions dans lesquelles nous travaillons, il y a des organismes qui sont en place depuis un certain temps avec la confiance qui s'est construite, comme vous l'avez dit, et cela, il faut des années. Donc, il faut le privilégier. Par rapport à notre processus dans l'océan Indien, là, il y a le cadre de la Convention de Nairobi qui est très important. C'est une manière de promouvoir les approches et les outils par rapport aux MSP. Ce qui est important, c'est le pouvoir de convocation et leur habileté, leur capacité de faire s'accorder les pays sur des questions. Peut-être cela ne résout pas les problèmes à long terme, mais en tout cas, les parties prenantes ont clair la voie, la feuille de route. Ceci permet d'harmoniser donc les plans régionaux à travers l'existence de ces organismes. Aussi, ces organisations régionales ont la capacité de mobiliser des ressources pour appuyer des actions particulières à l'échelle régionale. C'est très important. Dans les programmes de travail de ces initiatives régionales. Et aussi un point final, nous en parlions au déjeuner, c'est l'importance de ces entités régionales qui peuvent jouer un rôle important dans la coordination des partenariats internationaux pour assurer que les priorités régionales existent et sont développées. Donc, ces organismes régionaux
connaissent savent quel pays et quelle feuille de route. Et on sait que one size doesn't fit all, c'est-à-dire que ces choses-là, ces plans doivent être quand même personnalisés. Adopter des documents autour de ces MSP à travers ces structures. Nous espérons avoir des cadres de travail à approuver l'année prochaine, des plans concernant les MSP. Merci pour ce suivi, ces développements par rapport à la mise en place de ces cadres de travail régionaux. Maintenant, ONG Anchalka, je pense que vous avez soulevé donc un travail par rapport à la coopération transfrontalière et donc je vais passer à ONG en ligne. Quelques exemples sur le Pacifique de l'Ouest. Quels sont les challenges et comment ont-ils été abordés? Je dirais que vous avez déjà parlé de ce que fait MSP Global. Quel est le rôle de IOC, de IOC? Merci Sarah. Bien sûr, on parlait de cette approche unique. Ça ne marche pas en fait. Hein. Et on a vu qu'il y avait certains défis qui nous se présentaient à nous. On peut les catégoriser. Il y a d'abord la loi. Les lois sur l'océan n'incluent pas d'AEM. Et pour certains pays, ça fonctionne, mais pas pour d'autres. Et les pays en développement ne font souvent pas partie de cette catégorie. En ce qui concerne le développement en lien avec l'océan, eh bien, on voit que particulièrement en Asie, il y a moins d'attention qui est portée sur ce genre de pays, mais on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'attention et de reconnaissance de l'importance de l'océan. Et grâce à l'EM, on va pouvoir atteindre un niveau politique plus haut. En ce qui concerne les limites techniques et institutionnelles, et le manque d'informations pertinentes, eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir être pallié. Et c'est quelque chose d'assez compliqué pour les pays en développement de rattraper le développement moyen de l'AEM à un niveau international et aussi pour les petits États insulaires en développement. Et je crois que j'en ai aussi parlé tout à l'heure dans ma présentation, mais avoir un mécanisme régulier à un niveau local de l'AEM est quelque chose de très important. Et voilà, ce sont les problématiques que nous essayons de résoudre et utiliser des leviers au niveau local avec la science, à travers la science et avec des acteurs régionaux, peut-être par exemple l'organisation d'un forum AEM ou d'avoir un centre technique dans la région. Et voilà, ce sont 3 éléments que nous essayons de mettre en place pour relever le défi. Il y a aussi le défi de durabilité, de développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. Et pour UNEP-MAP, nous travaillons avec différents pays qui ont différents cadres juridiques et nous essayons de soutenir tous ceux qui n'ont pas les mains liées par les directives européennes, ce qui veut dire que l'AEM n'est pas une obligation pour eux. Cependant, on essaie de les soutenir et de les aider. Et on essaie aussi de leur expliquer qu'il est nécessaire, en vue du développement durable et de la préservation des ressources marines, mais aussi de créer une volonté politique, qui est l'une des conditions pour la mise en place une mise en place positive des AEM, de l'AEM.
Il y a aussi quelque chose de convaincant, une motivation convaincante pour eux, pour assurer la volonté politique, et c'est quelque chose qui est crucial, c'est l'accès au financement à travers l'Union européenne ou des fonds environnementaux internationaux ou d'autres instruments de financement. C'est quelque chose que l'on commence à mettre en place, car s'il n'y a pas de volonté politique, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, d'argent et d'énergie. Et il y a différents ministères de différents pays qui se chargent de l'AEM, et ça aussi c'est un défi, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère de la Planification, le ministère des Transports. C'est assez différent, ce sont différents contextes dans ce que l'on essaie de faire. D'abord, car il est assez difficile d'établir une coopération interministérielle et intersectorielle à l'intérieur de chaque pays. On essaie d'abord de le faire au niveau de chaque pays et d'établir un dialogue entre chaque pays. Et ça, c'est très important, car ces mécanismes de gouvernance sont cruciaux pour le succès de toute initiative, y compris l'AEM. Et pour cela, il faut créer des occasions pour instaurer un dialogue, la collaboration, le partage d'expériences, d'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qui ne peut pas... Disons que c'est une condition sine qua non au succès. Et cela nous amène à une autre question qui est un défi d'ailleurs, un défi très important dans la mer Méditerranée, qui peut avoir l'air assez banal, mais c'est vraiment un défi. C'est la barrière de la langue, tout simplement. Il y a beaucoup de langues différentes au sein du bassin méditerranéen. Donc il faut vraiment arriver à ce que tout le monde se comprenne et que les notions soient bien définies, parce que je peux arriver, il peut y avoir parfois des quiproquos, un mot qui est utilisé mais qui peut avoir différents sens, donc c'est une banalité, mais c'est en fait quelque chose de très important. Et aussi une autre problématique pour les pays de la Méditerranée, c'est la disponibilité des informations. Donc nous essayons de soutenir et d'aider les pays qui n'ont pas des bases de données efficaces, de les organiser de façon plus structurée. Nous essayons aussi d'établir cette interface, ce dialogue constant entre la science et la politique, car c'est quelque chose qui ne se crée pas spontanément. Il faut encourager cela, il faut transformer les données scientifiques en données très importantes et pertinentes pour la prise de décision politique. Très bien, merci. Spiros m'indique que l'on a débordé. Donc j'aimerais remercier tous nos intervenants et nous avons hâte maintenant de répondre aux questions du public. Merci beaucoup. C'était une discussion très intéressante. Si nous en arrivons à la dernière série de questions, il a fallu restreindre le nombre de questions. Il y a eu plus de 15 questions. Certaines ont été désignées comme étant les plus pertinentes, mais il y a 7 questions. Est-ce que vous avez des recommandations de coopération transfrontalière pour les pays qui ont des problématiques de frontières? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Évidemment, personne ne souhaite répondre à cette question. All right. Yes. Je vais essayer d'être courageux. Eh bien, l'une des façons d'arriver à contourner cela, c'est que notre convention est une convention environnementale. Nous basons nos discussions sur l'aspect écologique, les frontières écologiques, et non pas les frontières politiques. Évidemment, ça ne résout pas les problèmes politiques, mais cela nous permet d'engager la discussion
tout au moins, et puisque ce sont des problématiques d'intérêt commun en utilisant cette approche basée sur l'environnement. Bien, merci. En ce qui concerne mon expérience, évidemment, je soutiens tout à fait ce que vous venez de dire. Il y a certaines choses qui n'ont pas forcément besoin d'être incluses dans l'AEM. Il y a des choses qui peuvent être réglées par un dialogue honnête et ouvert. Et il y a d'autres forums de discussion pour d'autres thématiques. Et dans notre région, il y avait aussi le presse-papaye. Pour toutes les discussions entre la Macédoine, l'Albanie et la Grèce, il y a eu des discussions qui étaient un petit peu tendues. Et je pense qu'on peut voir parfois qu'il faut voir le verre à moitié plein. Et essayer d'être optimiste. Et cependant, nous avons aussi des questions qui viennent qui nous parlent de l'échange ou des faits entre les ICZM et l'AEM. Les questions, y a-t-il une façon ou un partage d'expérience sur la promotion de la cohérence sur l'AEM sur l'AEM et l'aménagement côtier intégré par zone. Donc, comment arriver à intégrer tout cela? Donc l'interaction entre la terre et la mer, je pense que ça vient de... C'est pour moi puisqu'on parle de la Méditerranée. Pour les zones côtières, on parle de terre et de mer, donc il faut travailler des deux côtés. Le point d'entrée, c'est l'interaction entre la terre et la mer, pour voir comment les activités terrestres ont un impact sur la mer et les activités maritimes et vice-versa. Donc on parle de procédés nationaux et aussi de l'impact de l'être humain et l'organisation des écosystèmes. Évidemment, nous vous émettons des recommandations. Et encore une fois, un événement crucial, c'est la gouvernance, car sans cela, nous ne pouvons pas assurer quelconque type de cohérence et d'intégration. Et donc, lorsque tous les acteurs font partie du processus, eh bien, c'est là qu'on peut parler d'intégration entre les deux systèmes de planification, que ce soit le système côtier, le système territorial, le système maritime. Merci beaucoup. Du point de vue de la Caraïbe de l'Est, on essaie de promouvoir cela à travers le système de gestion insulaire. Et on prépare le plan côtier et marin. Organisation, nous prenons cela en considération. Au départ, nous souhaitions préparer des plans stratégiques côtiers et marins séparés. Et en fait, lorsqu'on a vu que tout était lié, nous avons créé un document intégré qui intègre donc les zones côtières, qui parlent donc du côté territorial, mais aussi du côté maritime et de la haute mer. Et tout ceci fait partie d'un seul document. D'accord, merci beaucoup. Oui, il y a aussi une autre question qui s'adressait à vous, Suzanne, vu que vous avez le micro en main. Comment la Caraïbe de l'Est gère toutes les problématiques liées à l'Union européenne. Nous travaillons sur les pays indépendants, pas les territoires d'outre-mer. Et même s'il y a un intérêt certain. Ok, très bien. Merci. Et enfin,
Alors, il y a beaucoup de questions. On va prendre peut-être cette question. On n'aura pas le temps d'en prendre plus. So there is one question that says transboundary cooperation. La coopération transfrontalière, bien, c'est une feuille de route. Comment chaque patte peut s'appuyer des idées pour ces initiatives multiniveaux et interdisciplinaires? Il faut vérifier, voir si nous avons cette question. Le problème, c'est que nous avons gardé les questions de la session précédente et donc maintenant ça se mélange un petit peu. Je pense que nous devrons la sauter parce que nous n'avons pas beaucoup le temps, donc nous allons passer à la partie suivante, c'est la présentation par Eriku Aliopurno de l'Institut de l'environnement de la Finlande, si nous avons bien entendu. Okay. Directed right, I guess so. So, well, thanks for Très bien. Merci aux présentateurs pour ouvrir pour discuter de ces questions si compliquées. La coopération transfrontalière sur MSP. La question d'autres sessions. Bien, les points clés pour l'aménagement de ces espaces maritimes avec succès. En fait, ces aménagements ne sont pas complets si on ne travaille pas sur une bonne coopération transfrontalière. C'est l'un des points qui comprennent toutes les questions économiques qui ont déjà été présentées lors des présentations. Ces questions sont abordées de manière différente et plus précisément, elles ont été abordées de plusieurs manières, comme je disais. Nous avons besoin d'une grande diversité de réponses pour être capables de saisir les dimensions, pour saisir la complexité de ces problèmes. Il y a des exemples par le monde entier et nous représentons différents États, différentes situations de MSP dans le monde. Eh bien qu'il y a des tas de points communs, en tout cas, le premier, c'est une fois de plus, nous avons parlé des conventions régionales. Il est important de les comprendre, de les appréhender et de voir qu'elles ont des questions sous-régionales et que ces objectifs de la coopération transfrontalière reposent sur ces institutions ou sur ces entités régionales. Il est important de créer des plateformes pour tendre des ponts entre ces différentes institutions et avoir cette collaboration transfrontalière. Nous avons besoin de ces mécanismes nationaux pour soutenir cette coopération transfrontalière. Deuxièmement, dans ces présentations-là, il a été mis au clair que la combinaison de consultations formelles et informelles, ou ces dialogues informels, ont été de grande utilité, en particulier les conversations informelles ont été utiles pour créer de la confiance et
également, cette combinaison formelle-informelle a été aussi un bon couple, une bonne combinaison. En ce qui concerne la création de capacités, eh bien, elles nous ont servi pour avoir différentes perspectives dans ces questions-là et pour pouvoir développer également les outils nécessaires afin de travailler sur ces questions si complexes. Les rapporteurs ont eu également l'opportunité de travailler ces questions-là et je vais me concentrer sur la cohérence transfrontalière qui est un élément clé sans aucun doute. J'ai de l'expérience dans ces questions-là et je puis vous assurer que cette coopération est entendue sous plusieurs points de vue et il faut éviter certains malentendus pour pouvoir parler de questions plus complexes et pouvoir creuser davantage sur ces différentes questions et sur la cohérence fonctionnelle. Personnellement, comme recommandation personnelle pour cette question, on voit que nous avons entamé cette coopération transfrontalière et nous avons besoin de tenir certaines discussions sur ce que nous voulons dire ou de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de cohérence transfrontalière entre les divers pays. Cependant, nous devons essayer de ne pas de consacrer trop de temps à cela parce que, évidemment, il faut agir vite, il faut travailler sur ces critères, ces priorités et à partir de là, tenir des réunions bilatérales ou trilatérales pour pouvoir analyser ces points et ces plans d'aménagement de l'espace maritime. Travailler aussi avec ces projets transfrontaliers de manière conjointe doit être aussi parmi nos priorités. Finalement, par rapport à ceux qui arrivent sur les divers projets d'aménagement de l'espace maritime, on voit que plusieurs pays ont organisé des réunions pour établir certaines directives ou recommandations pour une coopération, en vue d'une coopération transfrontalière plus ordonnée, plus effective. Il faudrait aller au-delà. Nous le ferons plus en avant et donc rester attentifs à tous les résultats que nous présenterons. Cet aménagement de l'espace maritime et ses pratiques, ses qualités sont intéressantes et il faut en tenir compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, vous avez réussi à aborder les points clés de cette session. Et sur ce, je tiens à vous informer que nous avons complété la dernière session de cette journée. Donc, merci d'applaudir tous nos orateurs et les facilitateurs aussi. C'est vrai que ça a été une longue journée. Votre participation a été la bienvenue. C'est très bien. Je suis très heureux que plusieurs questions aient émergé. Il y a une grande participation maintenant. On aura un cocktail à l'endroit. On va boire un verre, en fait, là où le café a été servi. J'espère que vous vous reposerez très bien ce soir, en fin d'après-midi, parce que demain, nous allons commencer la 6e session sur ces plans d'aménagement de l'espace maritime à la lumière du climat, d'un climat intelligent. Demain, nous reprenons à 9h du matin, 9h pile. Ne soyez pas en retard. Merci beaucoup.